On dit que les pensées n'ont pas de corps. Mais que se passe-t-il quand elles laissent des traces visibles, palpables, indélébiles ? Cet été, prépare-toi à explorer les mécanismes cachés de l'esprit. Pas de crime apparent, juste des psychés disséqués. Pas de coupable évident, juste des secrets à exhumer. Je suis Maëva et je t'invite dans ma salle d'interrogatoire intérieure. Bienvenue dans Autopsie mentale. L'enquête commence maintenant. Dimanche 17 décembre 2015. Appartement du 16e arrondissement, 120 mètres carrés, parfaitement décoré. Dans chaque pièce, des ring lights éteints témoignent d'une activité intense. Dans sa chambre, Mathéo Sinclair, 8 ans, est recroquevillé sous sa couette Spider-Man. Crise d'angoisse, comme chaque dimanche soir depuis 6 mois, systématiquement. Sur son bureau d'enfant, un planning coloré, et au fond d'un tiroir, un petit carnet fermé par un élastique. Personne ne connaît ce carnet, pas même maman. Au salon, Amélie Sinclair, 34 ans, fixe son téléphone. 847 notifications. Son dernier post, dimanche cocooning en famille, vient d'exploser. 25 000 likes en 2 heures. Voici un extrait de l'enregistrement de sa story il y a 3 heures. Coucou les parents, ici c'est Dimanche Parfait avec mon petit prince. On cuisine ensemble des super pancakes Elsie. Allez Mathéo, dis bonjour aux copains. Bonjour les copains de maman. Ça, c'était le Mathéo public il y a 3 heures. Et maintenant Mathéo pleure dans sa chambre depuis 45 minutes, inconsolable. Mais voici ce qui va te glacer. Dans cette story parfaite, Mathéo il sourit, vraiment. Il a l'air heureux de cuisiner avec sa maman, il semble aimer être filmé. Alors pourquoi s'effondre-t-il systématiquement après ? Et surtout, qui transforme un enfant épanoui en anxieux chronique sous couvert d'amour maternel ? 300 000 followers, 2 millions de vues par mois, partenariat de rêve. Le succès parfait d'une maman parfaite qui cache un enfant en souffrance. Ferme les yeux 30 secondes. Pense à un enfant de ton entourage que tu vois sur les réseaux sociaux. Et il a l'air heureux, sur ses posts, non ? Mais si cette vitrine cachait autre chose ? Pense-y. Dans cette prison dorée numérique, quelqu'un détruit Mathéo, en filmant son bonheur. Dans cet appartement connecté, une famille de 4 personnes, 3 suspects au profil impossible à cerner, des gens normaux, pris dans un engrenage qu'ils n'ont même pas vu venir. Suspect numéro 1, Amélie Sinclair, la mère aimante devenue influenceuse. 34 ans, ex-professeur des écoles, 300 000 followers Instagram. Celle qui partage vraiment par passion, qui adore son fils, qui veut aider les autres parents. L'énigme, elle aime sincèrement Mathéo. Alors pourquoi le filme-t-elle constamment ? Suspect numéro 2, Vincent Delmas, le père complice silencieux. 37 ans, consultant, mari discret qui évite les caméras. L'homme qui soutient sa femme, qui est fier de son succès, qui profite aussi du confort financier. L'énigme, c'est qu'il protège Mathéo de certains excès, mais il reste muet sur d'autres. Suspect numéro 3, Martine Sinclair, la grand-mère tradie. 62 ans, ancienne institutrice, elle garde Mathéo 2 fois par semaine. C'est la femme qui critique ouvertement l'exposition de Mathéo, qui prône l'intimité familiale. L'énigme, elle défend Mathéo, oui, mais est-ce que ces critiques ne créent-elles pas plus de tension ? Suspect numéro 4, Mathéo Sinclair, l'enfant énigmatique. 8 ans, élève brillant, personnalité étonnamment complexe pour son âge. L'enfant qui semble aimer être filmé, qui pose naturellement, qui propose même des idées de contenu. Énigme troublante. Il dit à sa grand-mère qu'il déteste les caméras, mais il supplie sa mère de ne pas arrêter de le filmer. Victime complice ou manipulateur ? 4 personnes dans un système qui a dérapé, 4 personnes qui aiment Mathéo, 4 personnes qui pensent agir dans son intérêt. Alors pourquoi Mathéo s'effondre-t-il chaque semaine ? Et qui orchestre cette destruction sous les applaudissements du public ? Mars 2023. Amélie lance son compte « Maman bienveillante ». Pas par ambition, par envie de partager. Elle a des méthodes qui marchent avec Mathéo et elle veut aider d'autres parents. Dans l'appartement, une seule ring light portable est dans un petit coin du salon, juste pour les stories ponctuelles. Première publication. Elle donne des conseils pédagogiques, des réflexions sur l'éducation positive.
Mathéo apparaît parfois en arrière-plan, naturellement, spontanément, comme ça. On a retrouvé la première story avec Mathéo. Aujourd'hui, Mathéo m'aide à préparer le dîner. Regardez comme il épluche ses carottes. Ah, autonomie et fierté sont mes mots-clés. Mathéo, 7 ans et demi, sourit à la caméra. Il a l'air ravi de montrer ses talents culinaires. Aucune contrainte visible. Vincent observe, plutôt amusé. Il trouve ça mignon que sa femme partage leur petit bonheur. Ça reste familial, intime. Martine, elle grince un petit peu. Elle se demande mais pourquoi est-ce qu'il filme tout ça? Mais bon, elle n'insiste pas, c'est encore marginal. Et les premiers retours arrivent, super positifs, encourageants, et d'autres parents remercient Amélie pour ses conseils. Mathéo devient malgré lui attachant pour la communauté. Et voici le détail que personne ne sait. Amélie a grandi devant l'objectif. Sa mère la photographiait tout le temps, immortalisait chaque moment. Elle faisait des albums entiers d'Amélie enfant, souriante, parfaite. Donc du coup, logique, elle a toujours trouvé ça normal. Et Mathéo apprend la même normalité. Être aimé, c'est être regardé. Avril-mai, le compte de Amélie grandit. 20 000 puis 50 000 followers. Les marques commencent à s'intéresser. Il y a des premières collaborations, vêtements d'enfants, jouets éducatifs. Dans l'appartement, on observe des changements subtils. La ring light portable devient fixe. Un coin du salon est réaménagé juste pour faire les stories. Et Vincent déplace les meubles sans s'en rendre compte. Amélie n'a pas vraiment cherché les partenariats, mais puisque ça arrive, pourquoi pas après tout? Elle peut tester des produits pour Mathéo, donner son avis honnête, et il y a cet argent qui rentre, et ça aide toujours pour les vacances. Mathéo, lui, il adore cette période. Il reçoit des cadeaux, il teste des jeux, il participe aux unboxings avec maman. Pour lui, mais c'est un jeu formidable. Et il commence même à proposer ses propres idées. Maman, et si on filmait quand je range ma chambre, pour montrer aux enfants que ça peut être rigolo? Vincent lui aussi commence à voir l'impact financier, parce que les partenariats rapportent plus que son salaire de prof. Alors il encourage Amélie discrètement en lui disant que peut-être elle a trouvé sa voie. Martine, elle, remarque les changements. Mathéo parle de plus en plus de ses followers et de ses fans. Et elle s'inquiète, Martine. Un enfant de 7 ans ne devrait pas penser à ça. Mais ce qui nous frappe le plus, c'est la joie authentique de Mathéo avec sa mère. Quand ils cuisinent ensemble sans caméra, ils rient aux éclats. Quand ils préparent les vidéos, ils rigolent tout autant. La frontière entre spontané et programmé s'efface doucement. Juin, 150 000 followers. Amélie signe avec une agence d'influence. Planning éditorial, calendrier de poste, stratégie de contenu, et le hobby devient un métier. Mathéo ne s'en rend pas compte tout de suite, parce que maman elle continue de proposer des activités, des sorties, des jeux. La différence, c'est que maintenant, tout ça c'est programmé. Lundi, contenu retour de l'école bienveillant. Mercredi, story goûter healthy. Samedi, post sortie culturelle en famille. Vincent lui s'adapte. Il apprend à éviter les cadrages, à ne pas gâcher les prises. Il devient même l'assistant discret de sa femme. Et par contre, là, on a une Martine qui explose une première fois. Cet enfant n'a plus de vie privée. Et là, boum, tension familiale. Amélie obligée de se justifier. Mais je partage l'éducation positive, maman. J'aide d'autres familles, tu comprends pas? Grâce à ça, on peut partir en vacances. Mathéo, il a tout ce qu'il veut et regarde comment il est épanoui. Et c'est vrai. Mathéo semble épanoui. Il sourit, il participe, il propose même des idées de contenu. Il dit à sa maîtresse qu'il travaille avec maman. Troisième basculement. Mathéo intériorise qu'il travaille, à 8 ans, pour faire plaisir à maman. Été 2023, 250 000 followers. Vacances en Grèce entièrement sponsorisées. Mathéo découvre les voyages de rêve, les hôtels de luxe, les activités extraordinaires. Mais il découvre aussi une chose. Même en vacances, il faut faire du contenu, tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. Plage paradisiaque. Mathéo construit un château de sable. Amélie filme 6 versions différentes pour avoir le bon angle. Mathéo recommence 6 fois son château et lâche cette phrase troublante. Maman, si je pleure un peu, ça ferait plus d'émotion pour les abonnés, non? Amélie est choquée. Mais d'où elle vient cette idée? Et en attendant, Mathéo sourit innocemment, reprend son jeu. Mais était-ce une vraie question ou une manipulation d'un enfant de 8 ans? Vincent aide maintenant activement. Il cadre, il suggère des angles, il organise les plannings. L'argent des partenariats a vraiment changé leur niveau de vie. Martine, restée à Paris, découvre les contenus a posteriori. Un jour, elle appelle Amélie pour lui dire « Tu transformes ton fils en produit marketing ?»
Et boum, dispute terrible, menace de prévenir l'école, Vincent prend le téléphone et dit à sa mère de se mêler de ses affaires. Mathéo confiera à sa maîtresse. Des fois, j'aimerais bien jouer sans la caméra. Mais maman, elle est triste quand je dis ça, alors je fais semblant d'aimer. 4e basculement. Mathéo apprend à jouer avec les émotions de tous, y compris les siennes. Septembre. Rentrée scolaire, 300 000 followers. Amélie est désormais influenceuse à plein temps. Elle a quitté son travail à l'Éducation nationale. Premier contenu de la rentrée. Mathéo dans sa nouvelle classe, cartable griffé sponsorisé, sourire parfait. Succès immédiat, 50 000 likes. Mais le lendemain, catastrophe. Le post est repris sur un compte parodique d'enfants influenceurs et Mathéo devient un mème. À l'école, des parents se moquent et certains enfants l'imitent méchamment. Mathéo rentre en pleurs. Ils me disent que je suis un robot, que maman me force. Mais c'est pas vrai. Ah maman. Ce soir-là, Amélie reçoit un appel glaçant. Instagram l'informe qu'une enquête est ouverte sur son compte pour exploitation présumée de mineurs. Quelqu'un a signalé ses contenus. Vincent explose. Mais qui a fait ça ? C'est forcément quelqu'un qui nous connaît. Amélie soupçonne d'autres influenceuses jalouses et il passe la soirée à chercher le coupable. Le lendemain, Martine arrive pour sa garde habituelle. Mais quelque chose dans son regard a changé. Une gêne, une culpabilité. Amélie découvre la vérité par hasard. Un mail ouvert sur l'ordinateur de Martine. Votre signalement a bien été pris en compte. Et là, c'est la guerre familiale totale. Vincent doit choisir son camp. Et évidemment, il choisit sa femme. Martine est interdite de garde. Mathéo, lui, il est perdu, il ne comprend plus rien. Il dira à sa grand-mère au téléphone « Mamie, mais pourquoi tu as dit du mal de maman ?» Et puis à sa mère « Maman, pourquoi mamie peut plus venir à la maison ?» Dans ce chaos, Mathéo développe une capacité terrifiante, à rassurer tout le monde en disant ce que chacun veut entendre. Reconstitution finale, le dimanche maudit. Récapitulons ce dimanche 17 septembre. Comment une journée parfaite transforme-t-elle un enfant souriant en épave anxieuse ? 9h. Préparation. Amélie planifie la semaine de contenu. Mathéo l'aide, propose des idées. Il semble impliqué, créatif, et Vincent lui prépare le matériel. 11h. Tournage pancakes. Séquence cuisine mère-fils. Mathéo est naturel, drôle, attachant. Seulement 3 prises. Et tout le monde est content. 14h. Story dans le parc. Sortie sponsorisée dans un nouveau parc d'attractions. Mathéo s'amuse comme un fou, Amélie capture des moments authentiques de joie. 17h. Live, organisation scolaire. Amélie montre comment elle organise la semaine de Mathéo. Le cartable, les plannings, les méthodes éducatives, et Mathéo, on le voit participer en arrière-plan. 18h. Publication. Amélie poste le montage de la journée, et on se retrouve avec son « Dimanche parfait avec mon petit prince ». Explosion immédiate, 2000 commentaires. 19h. Lecture des commentaires. Amélie lit quelques commentaires à voix haute, comme « Ton fils est adorable. Quel petit ange. Il a de la chance d'avoir une maman comme toi. » Et alors Mathéo lui demande « Mais maman, pourquoi ils disent que j'ai de la chance ? Qu'est-ce qui arrive aux enfants qui n'ont pas de chance ?» 20h. L'effondrement. Sans prévenir, Mathéo craque. Crise d'angoisse massive. Il sanglote. Il dit qu'il ne veut plus que les gens le regardent. Alors à ton avis, qui est responsable de cet effondrement ? Amélie qui expose Mathéo par ambition ? Vincent qui profite du système en silence ? Martine qui critique sans proposer d'alternative ? Ou Mathéo qui manipule pour récupérer l'attention authentique ? Tu as 15 secondes pour choisir ton coupable. La vérité, elle va te briser le cœur. Voici la vérité sur la parentalité performative à l'ère numérique. Il n'y a pas un coupable, il n'y en a aucun, et tous à la fois. Amélie ne manipule pas Mathéo par ambition, elle partage sincèrement pour aider d'autres parents, elle aime son fils, elle ne veut que le meilleur pour lui. Vincent, il ne se tait pas par lâcheté, il soutient sa femme et il protège sa famille. Et oui, l'argent des partenariats leur offre une vie meilleure. Martine ne critique pas par jalousie, elle protège vraiment Mathéo et défend son droit à l'intimité. Et Mathéo, lui, ne manipule pas par calcul.
Il aime sincèrement faire plaisir à sa maman et participer à ses projets. Alors voilà l'arme du crime, le système numérique lui-même. Les réseaux sociaux transforment l'amour maternel authentique en performance publique. Chaque moment d'intimité devient un contenu, chaque geste spontané devient stratégie. Mathéo ne s'effondre pas parce qu'il est maltraité. Il s'effondre parce qu'il comprend à 8 ans une vérité terrifiante. Son bonheur appartient à 300 000 inconnus. Et ces crises du dimanche, c'est juste son psychisme d'enfant qui dit stop. Stop à la performance, stop au spectacle, stop à l'amour conditionné par les likes. Mais ce dimanche-là, quelque chose change. Parce qu'après sa crise, Mathéo fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et c'est ce dimanche-là qu'on retrouve le carnet de Mathéo. Un carnet qu'un enfant de 8 ans a écrit en secret pendant des mois. Quand je souris vrai, maman cuisine avec moi le matin sans téléphone. Quand je souris faux, maman filme et elle est contente après. Mamie dit que c'est pas bien, mais maman pleure quand mamie dit ça. Papa dit rien, mais il achète des cadeaux après dispute. Moi, je sais plus quand c'est vrai. Et plus loin cette phrase qui glace le sang. J'ai regardé les autres enfants à l'école. Ils pleurent quand ils sont tristes. Moi, je pleure quand personne ne regarde. C'est pareil. Mathéo a 8 ans et il a déjà appris à disséquer l'authenticité de l'amour qu'on lui porte. Il a développé seul une grille d'analyse des émotions adultes. Alors voici la question qui va te hanter. Combien d'enfants de ton entourage tiennent-ils déjà un carnet secret pour analyser l'amour de leurs parents ? Dans ton entourage, qui transforme ses enfants en contenu, par amour ? Et la question qui glace, quand un enfant de 8 ans développe seul une grille d'analyse de l'authenticité émotionnelle, qu'avons-nous brisé en lui ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Mathéo nous a dit quelque chose avant qu'on s'en aille. Et toi, tu filmes tes enfants ou tu les regardes ? La vraie question n'est plus « partages-tu tes enfants ou leur intimité ?», mais plutôt « à quel moment nos enfants deviennent-ils plus lucides que nous sur notre propre amour ?» Alors si cette question te hante, c'est que tu reconnais peut-être cette lucidité prématurée chez un enfant de ton entourage. Tu es mon co-enquêteur, alors vote dans les commentaires. Pour toi, qui était le plus toxique ? Et si jamais cette histoire résonne, si jamais toi aussi enfant tu analysais déjà l'amour qu'on te portait, écris un petit carnet en commentaire. Et tu sais, il y a une grille secrète pour décoder ce genre d'épisode et tous les mécanismes psychologiques qui en ressortent. Et cette grille, elle est planquée où ? Dans la newsletter. À toi de voir si tu veux t'abonner pour la trouver. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Mais sache que je décline toute responsabilité en cas de prise de conscience aiguë. La prochaine enquête va t'emmener encore plus loin, car il existe des lieux où l'on détruit l'esprit au nom de la libération. Dans le 4e épisode, nous partons direction la Bretagne, dans un manoir où 12 personnes viennent renaître sous l'œil d'un maître spirituel charismatique. Tout le monde repartira transformé. Tous, sauf une. Solène, évacuée en urgence psychiatrique après avoir murmuré « Il ne voit plus la réalité ». Dans l'épisode 4, une voix hypnotique va répéter « Pour renaître, tu dois d'abord accepter de mourir à qui tu es ». Et tu découvriras comment la quête de soi peut basculer en perte de soi, et comment parfois la lucidité est la pire des folies. C'était Maëva, et je te retrouve très vite dans le prochain épisode d'Autopsie mentale.